ce matin par un commando armé pour faire évader Mohamed Amra, dont l'avocat sera avec nous dans quelques instants. Nous sommes à Incarville, entre Rouen et Évreux, Stéphane Selamy. Oui, exactement, il est 11 h ce matin. Vous voyez ce fourgon de l'administration pénitentiaire qui va être percuté à l'avant par un véhicule Peugeot 5008. Et ensuite, vous allez voir aussi plusieurs hommes cagoulés, habillés en combinaison noire, sortir de ce véhicule, armés, puissamment armés, puisqu'on parle de fusils mitrailleurs. Mais pourquoi le gros camion il l'a pas écrasé, gros? Pourquoi il a pas mis un coup de volant pour l'écraser sa mère? Je comprends pas, le gros capteur, gros. De fusils d'assaut, et qui vont finalement très rapidement ouvrir le feu sur les agents pénitentiaires. Donc ils leur ont laissé aucune chance. Et ensuite, on voit sur cette image, dans le cercle rouge, le fameux Mohamed Amra qui va être extrait de ce fourgon pénitentiaire, puis emmené par ce commando d'hommes armés. On peut parler aussi d'une opération militaire, une opération commando. Et une fois qu'ils vont le récupérer, ils vont se diriger vers un autre véhicule. Donc on parle de véhicule relais, une autre voiture qui, elle aussi, va être retrouvée quelques instants plus tard, incendiée, pas très loin donc de ce péage d'Incarville. Et évidemment, vide de tout occupant. On peut imaginer qu'il y a d'autres véhicules qui ont servi à la fuite de Mohamed Amra et de ceux qui sont venus. Ce sont les images du véhicule qu'on a retrouvé un peu plus loin. Le premier véhicule relais qui a été incendié. Et donc on peut imaginer que d'autres véhicules ont servi donc à l'exfiltration de Mohamed Amra, 30 ans, originaire de Rouen. C'est aujourd'hui l'homme le plus recherché de France. Oui, on peut le dire comme ça. C'est devenu sans doute depuis 11 h ce matin l'ennemi public numéro 1. Eh bien justement, nous sommes avec son avocat, Stéphane, maître Vigier. Ça veut dire quoi l'avocat? Avocat de Mohamed Amra. Donc, avocat de l'ennemi public numéro 1, maître Vigier. Mais wesh, il est sérieux là? Bonjour. Oui, sans doute. Comment expliquer cette évasion quand on voit le profil On dirait il a un petit sourire, l'avocat, il est sérieux là? de votre client qui n'a pas l'air d'être le Pablo Escobar ou l'ennemi public numéro 1 juste avant, justement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évasion? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je suis complètement abasourdi depuis que j'ai su qu'on le disait impliqué dans ce drame. J'ai évidemment d'abord et avant tout une pensée pour les personnels pénitentiaires. Ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours, qui font un travail difficile et de façon en général admirable, avec lesquels on a de très bonnes relations. Ma collaboratrice était ce matin avec Mohamed Amra pour une audition à Rouen. Elle a nécessairement vu tous ces agents de la pénitentiaire, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans un état critique. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis pour le reste, vous ne m'en voudrez pas, mais de ne pas pouvoir vous dire grand-chose. Oui, mais justement, comment ça s'est passé ce matin, c'est assez maître Vigier? J'ai peine à imaginer que ce garçon puisse être impliqué. Oui, que dit votre collaboratrice? Comment était-il ce matin? Moi, je ne peux pas vous parler de grand-chose. Écoutez, une audition qui a duré assez peu de temps, somme toute, où on faisait le point sur de nouveaux éléments dans une procédure d'instruction à Rouen. En 1 heure de temps à peu près, l'audition était terminée et puis il est reparti et rien de particulier à signaler. On apprend aussi que dimanche, il avait tenté de scier les barreaux de sa cellule. Vous le saviez? Alors, ce sont des choses que j'apprends au fur et à mesure aussi. Je les suis. Il y avait, semble-t-il, une procédure disciplinaire qui était prévue. Tout cela n'était pas directement suivi par moi, donc je l'apprends maintenant et au fur et à mesure. Oui, semble-t-il, cet élément qui laisse penser qu'il y avait une tentative d'évasion déjà en préparation. Mais maître Vigier, est-ce qu'on peut imaginer que ce commando ait tenté de libérer Mohamed Amra sans que lui le sache? Oh, what? Alors écoutez, bon, d'abord, j'aimerais qu'il ne le sache pas. J'aimerais imaginer qu'il n'est pas impliqué, qu'il n'est pas le commanditaire, qu'il n'est pas le co-organisateur. Ça ne changera rien au drame. Mais quand vous assistez quelqu'un, vous n'avez pas envie d'imaginer qu'il soit impliqué dans une pareille violence aveugle, dramatique, folle, inexcusable. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il arrive... J'en ai connu des évasions ou des tentatives d'évasion, que les gens concernés ne soient pas prévenus pour que, par leur comportement, par leur attitude, ils ne manifestent rien qui puisse alerter. Et puis, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on soit venu le chercher non pas pour le libérer, mais pour l'avoir à disposition et peut-être pour lui faire payer ce qu'on suppose qu'il aurait lui-même commis. Mais qui savait précisément qu'il était convoqué ce matin chez le juge ?
Les gars, il y a plein de personnes qui disaient, j'ai vu sur Twitter, etc. Bon, après, ils font les experts en police, en sécurité ou je sais pas quoi. Ils ont dit que c'était une erreur professionnelle ce qui s'est passé. Genre, le fourgon, par exemple, il aurait dû être mieux escorté. Mais il y a d'autres personnes qui disaient sur Twitter, il peut pas être mieux escorté parce que le détenu, il n'était pas particulièrement très dangereux. C'était un petit caïd, quoi. Donc, il n'y avait pas besoin d'une grosse escorte. Ils disaient aussi que le véhicule qui est derrière, il devait être devant le fugitif et pas derrière, etc., etc. Genre, et vraiment, on a que des experts sur Twitter, ma gueule. Hein. Oh là là. C'est très difficile à dire. À partir du moment où lui en est informé, tous les gens avec lesquels il a pu avoir un contact et auxquels il aurait pu le dire. Et à partir de là, ça peut faire un tas de gens. Évidemment, personne ne le sait. Oui, donc forcément, l'information vient de lui. C'est-à-dire que si on part sur le scénario, il ne savait pas qu'il espère évader, il fallait quand même avoir cette information. Visiblement, le commando s'est bien préparé avec plusieurs véhicules, avait choisi l'endroit précisément pour attaquer le fourgon. Mais attendez les mecs, c'est Pablo Escobar ou pas? Parce que avoir fait un commando comme ça se trouve, imaginez que c'est un petit caïd, genre. Imaginez que c'est un petit caïd, c'est pas un Pablo Escobar, c'est pas un je ne sais pas quoi. Enfin... 3 mecs sont morts, c'est 3 ou 2 les gars? C'est qui? C'est combien déjà? C'est ouf quand même, hein. Donc vous-même, vous semblez étonné que votre client puisse avoir organisé finalement une telle opération très bien préparée. Écoutez, je ne sais pas si je suis étonné. Ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond pas au profil que j'avais perçu de lui. S'il y est impliqué, c'est que véritablement, je m'étais trompé sur le fonctionnement et ce dont était capable Mohamed Amra. La deuxième chose, c'est qu'à l'évidence, le commando était informé. Enfin, on n'imagine pas, 2 morts et 3 blessés, sans savoir qu'il va être extrait de maison d'arrêt et puis ensuite être retransporté vers la maison d'arrêt. On n'imagine pas qu'il vienne comme ça par hasard. Et on n'imagine pas non plus que ce soit une erreur. À partir de là, forcément, l'information, il l'avait. Le détenu étant lui-même informé de ce qu'il sera un jour entendu, il peut l'avoir dit à n'importe qui, à des membres de sa famille, à des proches. Enfin, c'est quelque chose de très habituel. À Rouen, je suis entendu tel jour, et puis ensuite, éventuellement, je vais retourner à Marseille. Vous avez eu sa famille aujourd'hui ? Ah mais non, mais personne. Mais moi, en réalité, je n'ai de contact avec aucun membre de sa famille. J'étais son conseil. Je crois n'avoir jamais eu de contact avec des membres de sa famille. La semaine dernière, une affaire a été évoquée devant le tribunal correctionnel d'Évreux concernant une affaire de vol, parce que son casier judiciaire, c'était jusqu'à présent essentiellement des vols et des problèmes de conduite. 13 condamnations quand même. 13 condamnations. Putain, t'as les mecs, demain, il y a Zemmour. Vous voyez pas là sur l'écran, mais demain, il y a Zemmour. 8h30 au micro d'Apolline de Malherbe. Évidemment qu'on va le réacter en stream. Ça va revenir sur le fugitif, Mohamed Amra, le prénom. Oh là 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 là. Ça va être encore la joute verbale, les mecs. Qui attire particulièrement l'attention. C'est pas des choses normales, évidemment, mais... Misère. Oui, mais 13 condamnations. Alors, 13, 12 il est mis en au cause casier, aussi dans et une puis affaire. la dernière condamnation... Oui, mais il est aussi mis en cause dans des affaires de règlement de compte mortel, d'homicide. Alors... Ah ouais, tout ça. Alors, chaque chose en son temps. Pour l'instant, 12 mentions. Dans ces mentions, aucune qui n'alerte particulièrement un professionnel comme signant un profil particulièrement dangereux. Au reste, je crois avoir compris que l'information a été vérifiée manifestement, mais qu'il n'avait pas un statut de détenu particulièrement surveillé. Bon, ça c'est une première chose. Le nombre de condamnations dedans, bien sûr que c'est beaucoup, ça paraît très significatif, mais pour qui a l'habitude, c'est pas un profil singulier. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il est mis en examen dans une affaire à Marseille, qui est une affaire là gravissime, avec un homme qui est mort, mais dans laquelle il semblait pouvoir être entendu que c'était quelque chose qui avait mal tourné, que ça n'était pas du tout ainsi que les choses étaient prévues, même si les conséquences sont absolument dramatiques. En sorte que j'imagine que personne n'avait repéré un profil particulièrement dangereux. Mais est-ce que c'était un chef de gang? Pardon, hein, est-ce que c'était un leader à la tête d'une bande de trafiquants de drogue? Ben, je crois vous avoir dit tout le contraire, c'est-à-dire que ce qu'on comprend des éléments procéduraux que nous avons, c'est précisément pas ça. La seule affaire qui permet de se poser des questions, mais qui pour l'instant n'apportait pas de solution, c'est l'affaire marseillaise qui est en cours d'information judiciaire et dans laquelle, dans l'immédiat d'ailleurs, il ne disait pas grand-chose, pour pas en dire plus. Stéphane Selamy. Oui, Maître Olivier, ce que l'on sait justement de ce dossier à Marseille, c'est qu'il est commis en examen avec un homme qui, lui, est affilié à, j'allais dire, un gang très connu sur Marseille. On parle du clan des Blacks. Est-ce que le fait d'être coaccusé, en tout cas commis en examen, avec cette personne dans ce même dossier, pourrait laisser penser qu'effectivement, votre client est passé sous les radars et on ne l'a pas vu monter jusqu'à un certain niveau qui explique
expliquerait aujourd'hui qu'il ait bénéficié de ce commando qui est venu donc l'exfiltrer et l'évader. Le camp des Noirs. C'est une question d'autant plus légitime que si on tient pour acquis qu'il est effectivement impliqué et en partie organisateur de ce drame qui vient de se produire, on va imaginer qu'il avait donc un statut plus important que celui qu'on supposait. Pour le reste, le nom de tel ou tel commis en examen à Marseille avec lui, c'est pas forcément significatif. Il y a parfois des alliances de circonstances avec des gens qui sont pas du tout dans les mêmes niveaux d'hiérarchie. Donc de cet élément, on pourrait pas tirer grand-chose. Ce qui amène à se poser beaucoup plus de questions, c'est évidemment le drame qui vient de se produire. Justement, vous-même, on sent bien que vous êtes surpris par ce qui s'est passé par rapport à ce que vous connaissiez de votre client, son profil. Est-ce que finalement, peut-être qu'il avance un peu masqué ? J'en sais rien, je ne suis pas simplement surpris, je suis un peu dévasté. C'est terrible, si vous voulez. C'est terrible. C'est une violence inouïe, inacceptable. Voilà, et on n'a pas envie que ce soit quelqu'un qu'on connaît. Donc peut-être je suis désolé, les questions du journaliste, elles sont pas trop appropriées. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, l'avocat, là, à part être juste dégoûté de ce qui se passe? Il y a quand même des morts. Je suis désolé. C'est une forme de déni, et j'ai envie d'imaginer que il ne peut pas être directement concerné, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où on les fait s'évader pour éviter qu'ils ne parlent chez le juge ou quoi que ce soit? Ah, bonne question. Je ne sais pas, on peut tout imaginer, Est-ce que vous l'appelez à se rendre? Moi, au stade où nous parlons, je n'ai comme information que celle que j'ai par les médias. Bien sûr. Est-ce que vous l'appelez à se rendre, là, ce soir? Mais... Je suis pas sûr que ce soit mon rôle, mais si de manière générale j'avais une chose à dire, question, frère. On vient devant ces juges, on s'explique, on ne fuit pas. Voilà, la fuite, non. Merci, Maître Vigier, avocat de Mohamed Amra. Merci d'avoir été en... Si on a des responsabilités, on les assume. Merci, Maître Vigier. Merci d'avoir été avec nous, Béatrice Brugier. Attendez, on va juste écouter Dupond-Moretti. Juste le dialogue de Dupond-Moretti et ensuite on va regarder les journaux, les mecs. Des Sceaux. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui ce matin, enfin tout à l'heure, parlait de crimes ignobles. Son bilan catastrophique, son bilan. Attention. C'est bon. Les micros, s'il vous plaît. Baissez les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, j'ai souhaité rencontrer les familles et naturellement les collègues de ceux qui ont été tués et de ceux qui ont été blessés ce matin. J'ai d'abord rencontré la femme de l'une des victimes. Son mari aurait dû rentrer à la maison à cette heure-ci, après avoir effectué sa mission et après avoir fait son jogging. Il est mort. Abattu comme un chien par des hommes pour qui la vie ne pèse rien. Ensuite, j'ai rencontré les collègues, leurs copains, leurs amis. Pour certains d'entre eux, il y a 20 ans qu'ils travaillent ensemble. Naturellement, ils sont effondrés, comme vous pouvez l'imaginer. Et pour certains d'entre eux, culpabilisés. Se disant, mais pourquoi nous n'étions pas dans les fourgons de transfèrement? Pourquoi ce n'est pas nous? Pourquoi c'est eux? Puis ils ont évoqué évidemment un certain nombre de mesures, de choses qu'ils souhaiteraient voir changer. Même si le moment n'était pas à ces réflexions, mais elles seront conduites. Il est touché, parce que évidemment, ce qui est arrivé n'est pas arrivé dans la pénitentiaire,
Je l'ai déjà dit depuis 1992. À moins que ce soit le plus grand acteur de tous les temps, ça se sent qu'il est touché quand même. Et que ce drame absolu, merci Dingo pour le sub. Total. Jure, un nouveau sub. Non, je pense pas qu'il abuse les gars, parce que en vrai, il vient à peine de rencontrer les familles de victimes. On lui casse les couilles déjà avec les micros. Vas-y, on peut ne pas aimer Dupond-Moretti, mais tu sens quand même qu'il est un petit peu touché. Il est un petit peu touché quand même. Même si on le déteste, vas-y, ça reste un être humain quand même. Doté d'une sensibilité, enfin j'espère bien. Nous oblige, bien sûr. Je leur ai dit, comme l'a fait le Premier ministre, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, comme l'a exprimé bien sûr le Président de la République. C'était un acteur comme Meir Habib. Tout serait mis en œuvre. Peut-être. Pour que les auteurs soient interpellés. Qu'ils soient jugés, qu'ils répondent de leurs crimes. N'oubliez pas que c'est l'un des meilleurs avocats pénalistes. Oui, je sais. Mais les gars, le problème c'est que, vas-y, moi je prends en compte le fait qu'il vient à peine de rencontrer les familles. Il vient de les voir à l'instant. Et on lui casse déjà les couilles avec une conférence de presse. Donc évidemment qu'il y a les émotions qui sont encore présentes. Qu'ils soient châtiés à la hauteur de l'abjection de ce qu'ils ont commis. Je vous laisse le bénéfice du doute, les Voilà, mecs. mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. C'est difficile de trouver les mots justes. Je vais pleurer là. Parce qu'au fond, ils sont totalement dérisoires à côté de l'immense chagrin, de l'immense gâchis généré par l'horreur de ce crime. Ce que j'ai pu dire modestement à la place qui est la mienne, c'est que l'administration pénitentiaire était évidemment aux côtés de ces femmes et de ces hommes, et que notre soutien était un soutien indéfectible. J'ai dit tout à l'heure, et je veux redire, que la nation est en deuil, que la République a été gravement attaquée, et que nous ne resterons pas sans apporter la juste réponse à ces actes. Faut commencer par les retrouver déjà. Je me demande, ils sont où là? Est-ce qu'ils sont en Espagne? Est-ce qu'ils sont dans une maison? Tu sais, moi, quand je vois des trucs comme ça avec des fugitifs, les mecs, je pense directement à Prison Break. Tu sais, la saison 2 de Prison Break où il y a des mecs qui sont à l'intérieur dans des maisons de civils, en mode tac, ferme ta gueule sinon on te bute, on va dormir ici le soir, ils vont prendre leur. Ils prennent à manger, etc. Je me dis, ouais, ça. Où est-ce qu'ils sont? Ça fait peur, mon gars. Absolument. Ça fait peur. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Voilà la prise de parole du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Bon.